La parole, c'est à Alors, je vous. me présente. Alors, Benoît Cosson, enseignant-chercheur série MP, IMT Nord-Europe. Et donc, on va vous parler du soudage des composites avec mon collègue. Bonjour, André Château, AQSECO, également enseignant-chercheur aux séries MP de l'IMT Nord-Europe. On va vous présenter ce dont mon collègue vous a parlé. Je vais laisser Benoît commencer. Voilà, donc, on peut changer de slide. On ne voit plus la présentation. Vous le voyez maintenant? Non. Ah oui, là. Donc là, on va vous présenter les activités de recherche au niveau du soudage laser IMT Nord-Europe. On peut changer de slide. Voilà. Donc l'activité au niveau du série, donc on travaille sur plusieurs procédés, classiquement l'injection, les procédés composites, l'impression 3D et le soudage laser. Donc ce qu'on fait nous avec André, c'est qu'on essaye de coupler les différents procédés au niveau de l'assemblage via le soudage laser. Que ce soit sur des pièces injectées thermoplastiques ou des pièces imprimées 3D et des pièces composites. Donc, contrairement aux pièces que l'on va avoir en injection plastique qui vont être massives, quand on va avoir un composite ou une pièce imprimée 3D, on va avoir un objet avec des inclusions, donc soit des fibres de verre, par exemple, ou soit des porosités dans le cas de l'impression 3D. On peut passer au slide 2 suivant. Voilà. Donc le procédé de soudage laser, c'est relativement simple. Donc on a une source laser infrarouge et on a deux pièces à assembler. Et dans ces deux pièces-là, on va avoir une pièce absorbante et une pièce transparente. Donc le soudage laser, on met en place les deux pièces avant assemblage et on vient les presser dans un système de maintien et on vient faire passer le laser à travers la pièce transparente et cette énergie radiative arrive à l'interface de soudure des deux matériaux et est absorbée sur la pièce absorbante et va créer un échauffement de cette pièce. Et par conduction, on va avoir un échauffement des deux pièces. Et si on apporte suffisamment d'énergie, on va avoir une fusion des deux pièces et la réalisation d'une soudure. Slide suivante. Donc le problème avec les composites, c'est la présence de fibres. Et la présence de fibres, ça génère, le corollaire, c'est la présence d'interface entre la matrice et la fibre. Et vous connaissez la loi de Snell-Descartes, là, le bras dans la piscine. Donc, on va avoir une déviation du faisceau laser à chaque interface fibre matrice. Et dans un composite, on a des milliers de fibres. Donc, à chaque fois que l'on va croiser cette interface, on va changer de direction. Donc, ça va générer en fait une diffusion du faisceau laser. Et pour peu que le thermoplastique ou la fibre soit légèrement absorbante, on va avoir un phénomène couplé d'absorption légèrement du faisceau laser et de diffusion, qui va avoir pour effet en fait de diminuer l'énergie qui va être transmise à l'interface de soudure. Vous pouvez passer. Non. Ouais. Voilà, donc le soudage laser, c'est un procédé relativement simple, propre, qui demande un investissement au départ sur le laser, mais qui ne demande pas nécessairement d'investissement sur des outillages spécifiques sur les pièces à assembler. Donc, ce procédé, on le retrouve dans différents domaines comme l'automobile, le médical et divers biens de consommation. Voilà. Slide suivant. Donc, comment on travaille là sur l'assemblage? On a différentes étapes. Donc, on doit connaître
la source de chaleur qui arrive à l'interface pour pouvoir après calculer l'élévation de température et après calculer aussi le degré d'adhésion entre les deux pièces à assembler. Donc, pour réaliser cette simulation complète ou cette modélisation complète, bah, on commence par une simulation ray tracing ou lancer de rayons sur du faisceau laser pour connaître le terme source qui va arriver à l'interface. Une fois qu'on a simulé ce terme source, en fait, on vient l'utiliser comme source de chaleur dans un logiciel d'éléments finis comme COMSOL. Et par la suite, bah, on résout l'équation de la chaleur dans COMSOL pour connaître la zone affectée thermiquement et connaître l'historique du champ de température. Là-dessus. Voilà. Donc, au niveau du ray tracing, bah, comme je vous l'ai dit, là, on a quelques milliers de fibres dans un composite. Et nous, ce qu'on fait au niveau des ray tracing, c'est qu'on calcule vraiment l'interaction à l'échelle des fibres. Donc, on va avoir un nombre de mailles dans nos maillages qui va être très, très important. Donc, pour réduire ce nombre de mailles, ben, on a fait un maillage multi-échelle. Donc ici, par exemple, si on regarde le carré qui est central sur la présentation, on voit deux types de cercles, des cercles foncés remplis en noir et des cercles non remplis. Donc si on regarde simplement la géométrie, on voit qu'on a quatre pavés en fait identiques, périodiques. Donc on a fait un maillage multi-échelle avec un maillage macroscopique avec des mailles régulière et un maillage microscopique avec une géométrie périodique. Et on va remplir en fait les mailles régulières par notre maillage microscopique. Et pour générer en fait une microstructure vraiment aléatoire, bah, sur certaines fibres, on va considérer, sur certains cercles, on va considérer qu'on a de la matrice. Donc le rayon laser qui va passer à travers cette interface va continuer tout droit. Et sur certains cercles, on va considérer qu'on a une fibre. Donc là, ce sont par exemple les cercles, les disques teintés en noir. Et dès que le rayon laser va traverser cette interface entre le gris et le noir, on va avoir une déviation. Donc là, on imagine ce maillage-là sur une répétition d'une vingtaine de blocs. Et on va pouvoir calculer le faisceau laser la diffusion du faisceau laser dans ce composite. Donc, pour réaliser ces microstructures, on s'est basé sur les diagrammes de Voronoi, où on a une génération aléatoire des centres des fibres avec une sphère d'influence, donc sur le maillage en haut à gauche. On va sélectionner en fait un centre et tous les pixels qui vont être autour de ce centre ne vont pas être sélectionnables. Donc ainsi de suite, on va sélectionner en fait tous les pixels de l'image et on va pouvoir sélectionner des centres de fibres qui sont répartis de façon homogène. Et une fois qu'on a ces centres de fibres, on va créer un diagramme de Voronoi pour pouvoir déterminer les diamètres des fibres. Si on peut aller sur la slide suivante. Ici, on a sur la figure de gauche, on a le tracé de quelques rayons à travers la microstructure qui était présentée avant. Donc, on voit les rayons du laser arrivent par la gauche, perpendiculairement à la surface et à chaque rencontre d'une interface fil-matrice, on va avoir un changement de direction. Donc le résultat en fait de ce calcul est donné là sur les deux images, l'image du centre et l'image de droite. Donc sur l'image du centre, on compare en fait pour différentes épaisseurs de composite par rapport au faisceau laser initial. Donc, on voit que plus on est épais, plus on va avoir un faisceau qui va être étalé avec une intensité de plus en plus faible. Et si on regarde l'image de droite, là, on renormalise par rapport au maximum sur chaque épaisseur. Là, on voit bien l'étalement
sur chaque composite. Donc là, le soudage laser, on voit sur un type de composite avec une architecture donnée. Si on augmente trop en fait, l'épaisseur, on va plus avoir assez d'énergie qui arrive à l'interface pour pouvoir souder nos deux pièces. On peut aller slide suivante. Donc, au niveau du ray tracing, donc c'est un calcul qui est relativement coûteux en temps. Donc, on a développé aussi avec André là, un modèle analytique qui permet en fait en fonction de l'épaisseur et de l'architecture du composite, de déterminer la source de chaleur qui va arriver à l'interface, mais également la source de chaleur dans le volume de la partie semi-transparente. On peut aller dans le slide suivant. Voilà. Donc là, si on considère en fait un faisceau initial, si on considère un faisceau gaussien, en fait, on va pouvoir calculer l'énergie arrivant à l'interface de soudure et cette forme d'énergie. Donc, si on a quelque chose de gaussien initialement, on aura quelque chose de gaussien à la fin. Par contre, là, on ne le voit pas sur le slide. Si on a un faisceau laser qui a une forme de créneau initialement, on va avoir une fonction de type fonction d'erreur qui va nous décrire le faisceau laser à l'interface. Voilà. Je passe la parole à... On va mettre le filtre. Tu peux enlever le filtre. Oui. Enlève le filtre. Filtre arrière. Donc là, je vais vous présenter la suite. Donc, comme mon collègue a bien expliqué tout à l'heure, donc au départ, donc on commence par calculer notre terme source, que ce soit par les modèles numériques, donc le ray tracing ou les modèles analytiques. Donc par la suite, pour pouvoir nous permettre d'évaluer l'élévation de la température. Donc après vient une troisième phase, qui est la phase de l'adhésion. Donc on va évaluer la tenue mécanique de notre joint de soudure. Donc on va parler de l'interdiffusion qui nous amène à traiter ce problème. Donc, le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, ici, on va parler, voir un peu ce qui se passe au niveau des mécanismes qui sont liés à la formation d'un cordon de soudure. Donc, ce qu'il faut voir, c'est l'auto-adhésion entre les deux pièces lorsqu'on soude. Donc, on a la formation d'un cordon de soudure qui se déroule en deux étapes. Donc, on a d'abord une première étape qui est l'étape du contact intime qu'il faut qu'on obtient pour pouvoir par la suite souder. Donc, on a l'étape du contact intime plus l'étape de l'auto-adhésion qui se produit lorsque les deux pièces des deux polymères ou les deux composites qui sont chimiquement identiques se mêlent, s'entremêlent entre eux. Et pour pouvoir par la suite créer un joint de soudure en fonction d'une certaine température. Donc, quand on parle du cadre des polymères amorphes, donc c'est au-dessus de la TG, et dans le cadre des polymères semi-cristallins, c'est plutôt au-dessus de la température de fusion qu'on obtient vraiment ce phénomène d'interdiffusion qui représente en fait la cicatrisation entre les deux parties, mais qui a lieu une fois le contact intime est établi. Et tout ça, on fait varier les différents paramètres, notamment la puissance, les paramètres du procédé, notamment la puissance du laser, la vitesse ou également le diamètre du faisceau. Slide suivante. Donc ici, en termes de contact intime, donc il y a différents temps. Il y a différents temps lors du soudage pour pouvoir obtenir le contact intime. Donc, vous remarquez bien en temps zéro, donc on a la pièce absorbante et absorbant le laser qui est chauffé et il y a une présence des points de contact thermique avec la pièce absorbante puisque
dans le cas réel, on n'a pas un contact parfait entre les deux pièces, donc on a quand même des aspérités, des aspérités entre les deux pièces. Donc, du coup, au début, on commence par chauffer, la matière commence par, enfin, les deux pièces commencent par fondre au niveau de ces points de contact. Donc, à T1, donc vous voyez bien le début de la fusion et la pénétration de la masse fondue entre les différentes cavités. Donc, grâce à ces différents points de contact, l'interface est davantage beaucoup plus chauffée et donc la fusion va débuter au niveau de ces zones de soudure. Slide suivant. Donc, lorsqu'on arrive à un temps, un T2 qui est égal à le TC, qui est le temps de contact, donc là, on a la fusion complète, on a une fusion sur toute la surface de l'interface et donc la formation du joint de soudure après resolidification. Donc là, vous voyez bien qu'on a toute la surface, de l'interface qui est fondue et qui entraîne par la suite le développement d'un joint. Et donc, de là est né, on a un paramètre qu'on appelle le degré de contact intime qui définit la fraction de la surface totale qui atteint le contact complet. Donc, avec ce paramètre qu'on combine avec le paramètre d'auto-adhésion qui a lieu entre différents temps. Donc, quand vous voyez, si vous voyez la figure de droite un peu plus bas, vous avez dans un premier temps le laser qui commence à chauffer, mais on a toujours une interface, une zone d'interface qui est non fondue, où on a la température qui est inférieure à soit la TG ou la température de fusion. Donc, à T égale T1, donc on a des chaînes mineures qui commencent à se créer, donc l'interface commence à chauffer, mais on n'a pas encore atteint, disons, le moment critique où on a vraiment la fusion en fait, des deux interfaces. Donc après, à T égale TR, qui est le temps de réactation, qui est le moment où on atteint, disons, la fusion complète. Et donc là, l'interface, elle est complètement fondue et on a la température au niveau de cette zone qui est soit supérieure ou égale à la TG ou la TF, selon quel type de matériau on se retrouve, soit si c'est de l'amorphe ou du semi-cristallin. Donc, vous voyez bien que le degré, donc on arrive à exprimer un degré de liaison entre les deux pièces qui sont assemblées qui prend compte dans un premier temps du degré de contact intime qui par contre tient compte de la pression, donc la pression qui est appliquée lors du soudage, de la température et aussi le temps de soudage et du degré d'auto-adhésion qui va, nous, grâce à la théorie de réactation, va pouvoir faire évoluer en fait, l'évolution des chaînes macromoléculaires jusqu'à la formation du cordon de soudure, mais qui dépend de la température et également du temps. Voilà. Slide suivant. Donc, au niveau de cette partie, donc, mon collègue et moi, on a commencé à travailler sur une nouvelle thématique, sur la thématique concernant l'hybridation. Donc là, on va utiliser l'impression 3D, donc avec l'impression 3D et le soudage laser, afin de pouvoir créer des pièces à haute performance. Donc ici, on vous présente la technologie Anisoprint. Donc, ça fait partie d'un projet, d'un ANR, JCJC, que j'ai déposé avec Benoît il y a 2 ans. Donc, l'objectif de ce projet, c'était de créer des pièces à haute performance mécanique en mélangeant deux technologies, notamment l'impression 3D, qui est la technologie avec la technologie Anisoprint qui permet d'imprimer des pièces, des pièces avec des fibres de carbone continues et qu'on va venir mélanger avec l'impression 3D, avec le soudage laser. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que l'avantage, les limites
d'utiliser la technologie anisoprene, c'est qu'on va imprimer couche par couche, donc on aura un problème de délaminage au niveau des couches. Donc, nous, on va juste utiliser le soudage laser pour imprimer une autre pièce avec des fibres dans une direction et venir assembler ces deux structures pour créer vraiment une structure qui est bien orientée en fait et qui a des performances mécaniques au niveau des différentes directions. Voilà. Slide suivant. Donc là, de là, on a le projet Shoryuken. Donc, le projet Shoryuken, c'est un GCGC qui a commencé en 2021 sur 4 ans. Donc, l'objectif, c'est l'hybridation. Donc, dans un premier temps, on va imprimer des pièces composites à renfort continu selon les différentes directions de l'impression. Donc, là, vous avez dans un premier temps, on imprime une pièce dans un repère lié dans un repère, dans un plan d'impression bien orienté, avec des fibres orientées dans un certain sens. Donc après, on va refaire la même chose, imprimer une deuxième pièce qui, par la suite, qui va être orientée aussi, qu'on va imprimer dans un deuxième plan d'impression. Et avec ces deux pièces, on va juste utiliser le soudage laser pour pouvoir assembler ces pièces de manière à obtenir des renforts continus qui sont orientés dans toutes les directions souhaitées. Donc, avec la technologie anisoprene, on a la possibilité de venir déposer des fibres de carbone dans des zones où on a vraiment besoin pour pouvoir consolider ou créer vraiment des zones mécaniquement fortes. Et on vient aussi créer des petites fenêtres, aussi créer des zones où on peut soit déposer du plastique qui vont nous permettre, nous, derrière, d'utiliser le laser, de faire passer le laser à travers et de venir chauffer, venir créer, disons, nos points de contact qui vont nous permettre d'assembler ces deux pièces. Donc, l'objectif final, c'est utiliser l'impression 3D des fibres continues avec la technologie anisoprene, mais qui présente des limites puisque on a les problèmes de délamination au niveau de la direction Z qu'on va combiner avec le soudage laser. Donc, du coup, on assemble ces deux pièces donc, de façon à les personnaliser et obtenir des pièces qui peuvent supporter des charges mécaniques multidirectionnelles. Donc, voilà, c'est la fin de notre présentation. Donc, si vous avez des questions, on est disposé à répondre. Parfait. Merci. Parfait. Merci, Benoît André, pour votre présentation très intéressante. Nous avons peut-être le temps pour une ou deux questions. Une question. Donc, une question éventuellement. Pas de questions. Merci pour votre présentation. Quand vous générez des microstructures de façon numérique, est-ce que vous pouvez comparer avec des images de vraies microstructures, ou de microstructures de matériaux mesurés de façon expérimentale, par exemple avec de la tomographie ou d'autres techniques comme ça? Ouais, l'image qui a été montrée avec les quatre pavés là. En fait, les fibres qui étaient activées, c'était une comparaison avec une coupe transverse d'un composite UD, où en fait, on vient générer aléatoirement notre microstructure. Et si on a des centres qui sont proches en fait, des centres que l'on va avoir expérimentalement, on vient les activer, et pour les autres, on ne les active pas. Donc, on ne va pas avoir exactement la même microstructure, mais on va avoir si on augmente la finesse du maillage, on va avoir à quelques déviations près la même microstructure. Donc, on vient activer, en fait, on vient superposer les deux microstructures, et les fibres qui sont proches d'une fibre réelle, on va l'activer, et les autres ne vont pas être activées. Parfait. Merci encore une fois pour votre présentation. Alors, on va reprendre donc la session 3.
avec nos présentations sous les approches granulaires pour la modélisation des procédés. Donc, cette présentation sera donnée par nos 4 collègues des différentes IMT. Donc, Patrick Pizette, qui est ancien chercheur à IMT Nord-Europe. Olivier Bonnefoy, qui est ancien chercheur et qui est directeur adjoint du SPIN. José-Marie Lopez Cuesta, que je connais très bien, qui est professeur à IMT Minales. Et Sandrine Gachumel, qui est ancienne chercheuse au laboratoire Rhapsody. La parole est à vous. Donc, merci Marcos. Donc voilà, alors on a le grand plaisir de vous présenter cette présentation à 4 écoles. Donc modélisation des procédés granulaires. Donc avec comme présenté Olivier Bonnefoy des mines de Saint-Étienne, Sandrine Gatumel et puis Henri Berthiaud des mines d'Albi et José-Marie Lopez Cuesta des mines d'Alès. Alors au niveau de cette présentation, on est 4 et 20 minutes, donc on va aller vite. Donc d'abord on va présenter les milieux granulaires. Qu'est-ce que c'est? On va rentrer après dans les procédés granulaires, avec notamment les différents dispositifs qui peuvent varier aux différentes échelles. On fera un zoom sur la modélisation, où on verra les différents outils que nous utilisons ici à l'école, et on fera dans nos différentes écoles, et on fera un cas d'étude. On vous présentera différents cas d'études qu'on a dans nos différentes écoles, et on finira par perspective. Voilà. Merci Patrick. Quelques généralités sur les milieux granulaires pour commencer. Alors ces milieux granulaires, on va les trouver partout, dans de nombreuses industries, dans le domaine nucléaire, des céramiques, des matériaux énergétiques pour d'origine fossile, pour différentes applications. Et puis les polymères se retrouvent sous forme granulaire, les compounds en plasturgie, mais également les poudres en fabrication additive. Alors, pour la santé également, nous avons des grains qui sont bien souvent des grains médicamenteux. Les ciments sont granulaires et tout ce qui est métallurgie des poudres fait également appel à des grains. Donc c'est un monde très diversifié, et aujourd'hui ça correspond à 50% des produits vendus dans le monde et des dizaines de milliards de tonnes chaque année. Alors le domaine granulaire s'étend du domaine micronique jusqu'au domaine centimétrique, avec des produits naturels, des produits synthétiques. Diapo suivante. Alors ces milieux granulaires présentent des spécificités, notamment des comportements rhéologiques tout à fait particuliers. L'un d'entre eux est la dilatance de Reynolds, donc une augmentation de volume sous la contrainte. Également, ces milieux granulaires peuvent être le siège de phénomènes de ségrégation, de bandes de cisaillement. Des chaînes de force peuvent apparaître qui découlent des interactions entre les particules. Ces milieux granulaires présentent des surfaces spécifiques qui peuvent être extrêmement variées et qui confèrent une réactivité qui peut être extrêmement importante. Également, on peut citer les processus de transfert thermique dans les milieux granulaires, qui sont tout à fait particuliers et qui sont souvent complexes à appréhender. Alors ces milieux granulaires peuvent être abordés à différentes échelles. Tout d'abord à l'échelle microscopique, où on va s'intéresser à la composition, la chimie de surface, les interactions non chimiques mais physiques type Van der Waals entre particules. Et puis une échelle qui est très importante, c'est l'échelle mésoscopique, où on va s'intéresser à de la porosité, de la compacité, des forces de cohésion, notamment ce qui va conditionner des angles de talus, la friction entre les particules. Et enfin, à l'échelle macroscopique, le comportement peut être appréhendé par rapport à un certain nombre de comportements lors d'unités de production,
un certain nombre d'opérations vont faire intervenir des paramètres opératoires tels que des temps de séjour, des caractéristiques d'écoulement, de conversion. Donc on a des morphologies qui sont très variées et qui vont finalement donner lieu à l'utilisation de procédés très diversifiés. Merci. Je suis équipée. Bonjour. Donc les procédés industriels qui permettent de transformer ces solides divisés ou ces milieux granulaires mettent en œuvre des opérations sous des sollicitations thermiques ou mécaniques qui varient dans de larges gammes. Alors, parmi ces opérations, on peut compter les réactions solides-gaz, l'agitation, le mélange, mais aussi les opérations de mise en forme, telles la compression, la granulation sèche ou humide, le broyage, le frittage, mais aussi les opérations de stockage et de transport. Ces opérations-là sont étudiées dans les laboratoires des 4 écoles, des 4 intervenants de cette présentation. Je vais aller trop vite. Voilà. Alors, ces opérations sont souvent le siège de phénomènes de ségrégation, de motage, de fragmentation ou d'agglomération, qui sont des phénomènes difficiles à contrôler. Alors, ils prennent leurs origines à la fois à l'échelle macroscopique des procédés ou des dispositifs, mais aussi à plus petite échelle, micro ou mésoscopique, l'échelle de quelques grains. Alors, en fait, pour étudier ces phénomènes, il convient de les isoler, de les reproduire, de les décomposer et finalement de maîtriser les sollicitations que l'on met en œuvre dans les dispositifs, ainsi que mettre en place une métrologie ad hoc. Et finalement, cela rend nécessaire de réaliser des études à des échelles variées et dans des géométries simplifiées. Alors vous avez ici, je vais vous donner quelques exemples des dispositifs de caractérisation dont on peut disposer dans nos différentes écoles. Alors, au-delà de la microscopie et de l'analyse granulométrique, on peut trouver de la rhéométrie. Alors, on peut classer ici les cellules de cisaillement, par exemple, mais également de l'analyse thermogravimétrique pour les aspects chimiques, de l'adsorption pour les mesures de surface spécifiques, et puis de la zétamétrie ou de la turbidimétrie lorsque ces particules sont en suspension. Alors, on parlait de dispositifs d'échelle réduite et puis de géométrie simplifiée. Alors, par exemple, en parallèle d'une étude sur un four tournant, là, par exemple, ici, une maquette de four tournant pouvant traiter de 1 à 10 kg par heure jusqu'à 1450 degrés, on peut mettre en œuvre un dispositif de géométrie simplifiée pour étudier, par exemple, l'écoulement d'une poudre sous atmosphère contrôlée. Alors, atmosphère contrôlée, c'est soit travaillant à vide ou sous pression, avec des conditions d'humidité variables, par exemple. Voilà. Alors, on parlait aussi de maquettes et d'instrumentation. Donc, vous avez là en haut à gauche des maquettes faites maison de différentes capacités, de différentes géométries, instrumentées de couplemètres pour étudier l'agitation. Et puis, ces études à des échelles variées peuvent être réalisées avec des dispositifs commerciaux. Donc là, vous avez un exemple de mélangeur de mélangeur Turbula de 2 à 55 litres pour la recherche d'invariants dans le cadre du scale-up, d'une homogénéité de mélange, par exemple. Et puis, ensuite, on parlait toujours pour les géométries simplifiées, vous avez ici une géométrie simplifiée de broyeur. Alors, il s'agit d'un tambour dans lequel on peut observer l'écoulement des particules. Alors, des particules de géométrie simplifiée, par exemple. Et puis, dans ce tambour, on peut mettre des médias de broyage pour étudier la fragmentation. Alors, pour illustrer la notion d'échelle de grain ou de taille de grain, vous avez ici 2 photos prises lors d'une étude de fragmentation. Un agglomérat de poudre, des grains de poudre microniques qui sont formés d'agglomérats de cristallites à gauche. Et puis, de la même façon, on peut étudier la fragmentation de granulats de ballast. Bonjour, je continuerai donc en vous présentant quelques outils de modélisation qui nous rassemblent
Ce sont des outils qu'on manipule tous les jours dans nos différents groupes de recherche. Le premier est macroscopique. Il s'agit des chaînes de Markov. Sur l'image à gauche, vous distinguez un mélangeur où il y a de la poudre blanche et de la poudre grise. Et on peut le photographier, on peut le filmer. Les chaînes de Markov, elles consistent dans ce cas particulier, par exemple, à segmenter l'image en 6 zones, on va les appeler compartiments, et puis à voir au cours du temps quelle est la proportion de matière qui passe d'une zone à l'autre. Donc sur la base de données expérimentales, on peut établir des probabilités de transition d'une case à l'autre, les mesurer. Et une fois que ça s'est fait, pendant un temps relativement court, on peut caractériser le système par un vecteur d'état, c'est-à-dire qu'ici, on va dire la concentration en matériaux foncés dans la première case, et ainsi de suite, et prédire aux états suivants l'état du système. Voilà, grâce à cette matrice-là, où on voit dans chaque colonne la probabilité de transition, la somme est égale à 1 à chaque fois. Donc ce genre de méthode est très rapide à mettre en place, très rapide à calculer, et bon, voilà, c'est son gros avantage, même si elle est macroscopique. On a d'autres outils qui sont plus microscopiques et qui intègrent davantage de physique. En particulier quand on s'intéresse à des populations d'objets. Alors, on a parlé de grains essentiellement, mais ça peut être valable pour des poudres, pour des grains, des bulles ou des gouttes. Quand on a beaucoup d'objets de ce type-là, on a ce qu'on appelle des distributions en taille. Donc, on regarde, voilà, pour chaque taille, quelle est la proportion de ces objets-là. Et cette distribution en taille, elle peut évoluer dans le temps, parce qu'il y a différents phénomènes. Ça peut être la naissance des bulles ou des gouttes ou des grains, la mort, une filtration, la croissance, la décroissance, l'agglomération ou la fragmentation. Et on a, on ne va pas rentrer dans les détails des équations, mais des outils à notre disposition pour prédire cela et comparer les distributions à ce qu'on observe voilà, grâce à un granulomètre, typiquement dans un réacteur ou voilà, dans une analyse en ligne. Ça, c'était le deuxième outil. Le troisième outil est un outil qui permet d'étudier les écoulements de fluides. Donc, il y a beaucoup de méthodes classiques là-dedans, mais cette méthode qui nous rassemble, elle est spécifique aux écoulements à interface libre. C'est-à-dire quand il y a un liquide en contact avec un gaz et donc une forme potentiellement compliquée qui peut émerger. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails parce que je pense qu'il faut qu'on ne traîne pas trop. Mais cette méthode-là donc, permet de voir comment un cylindre de liquide se fragmente en gouttes. Ça, c'est ce qui se passe quand on déstabilise un jet d'eau qui sort d'un robinet. Et ici, un procédé d'atomisation, c'est-à-dire à partir d'un barreau de métal solide, le faire fondre. On a un liquide, une nappe qui est éjectée par la force centrifuge, parce que ça tourne. Et cette nappe éjectée, elle se fragmente en bourrelet, et puis ensuite en gouttes. Et ce métal liquide, il va fondre, il va se solidifier, pardon, pour former des particules sphériques. Voilà. Et le dernier outil, je finirai par là-dessus, c'est l'outil qu'on utilise le plus. C'est la méthode des éléments discrets, qui consiste simplement à suivre la trajectoire de chacune des particules. Il peut y avoir jusqu'à typiquement 10 millions de particules maintenant. C'est très très simple. On écrit pour chacune des particules, la somme des forces est égale à ma. On a ici un schéma qui veut dire la loi d'interaction entre les grains. Il peut être plus ou moins cohésif. Bon, voilà. Ça, ce sera capturé par une loi de contact. Et moyennant ces hypothèses, on peut obtenir la trajectoire de grains. Ici, c'est dans un mélangeur. Et ici, c'est lorsque des grains sont entraînés par un fluide. Donc, il peut y avoir un couplage avec un fluide. Les grains foncés, enfin clairs, ici bleus, sont froids, ici chauds. Donc, vous voyez qu'il y a du transfert thermique possible. Ici, il peut y avoir des écoulements et des écoulements de matière compliquée avec des particules qui ne sont pas forcément sphériques. Voilà, tout ça, ce sont des choses relativement avancées dans l'état de l'art et que l'on maîtrise à un certain niveau ici à l'IMT. Voilà, je passe la main à
Patrick. Non, c'est toi, José-Marie. C'est toi, Patrick. Ah ben non, c'est moi, je continue. Excusez-moi. Donc là, on rentre dans la dernière phase de la présentation. C'est simple. Hein, on avait prévu la transition. Voilà. Donc on va maintenant chacun en une diapo présenter les activités qu'on fait. Donc à Saint-Étienne, on a dans les 5 dernières années eu finalement un assez grand nombre de projets, 8 thèses, 3 postdocs. Donc j'ai fait des statistiques entre guillemets. Vous voyez ici des mots-clés, je ne vais pas vous assommer, mélange de poudre, vibration, atomisation. Vous voyez ici 2 camemberts. Le premier, il indique par exemple que 20% des projets ont une composante expérimentale, et ainsi de suite. Donc vous voyez les méthodes qu'on utilise. Elles sont assez variées, mais c'est surtout expérimental, l'ADEME, éventuellement avec la CFD. Et ici, on s'intéresse à des grains seuls, mais aussi quand ils sont en contact avec un gaz, un liquide triphasique ou un liquide pur. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez ici un exemple pour illustrer une modélisation à base de chaîne de Markov. Alors, le mélangeur que nous avons utilisé est un mélangeur de taille industrielle de 30 litres, pouvant traiter jusqu'à 120 kg de produits sous forme de poudre. Il a été décomposé en 5 cellules, à partir desquelles on a construit 2 chaînes de Markov pour les 2 matériaux que nous avions à mélanger. Donc, ces chaînes sont non homogènes et non linéaires et nous permettent de faire la simulation, enfin la modélisation du régime transitoire. Donc il s'agit d'un mélangeur continu. Voilà. Donc grâce à ce modèle, nous avons réussi à simuler de façon correcte, enfin de façon satisfaisante, pardon, la teneur moyenne en un produit en sortie du mélangeur. Alors, vous avez les points expérimentaux en rouge et puis les résultats du modèle en bleu. Ce qui nous intéressait ici, c'était de voir en fait ce que donnait le système lors d'un échelon de vitesse d'agitation, soit positif, soit négatif. Nous avons ainsi réussi à obtenir en temps réel des données macroscopiques sur le mélange à large échelle, et nous les avons employées pour réaliser, alors je ne sais pas si on peut appeler ça l'ancêtre du jumeau numérique, mais un contrôleur PID, dans le but de fermer une boucle de contrôle-commande afin de réduire le temps de régime transitoire lors d'une perturbation d'une variable qui peut être, par exemple, d'un paramètre comme le débit d'alimentation d'un dédoseur ou la variation d'une vitesse d'agitation. Alors, donc, du côté de IMT Nord-Europe, on s'intéresse en fait donc, à ces 2 méthodes-là, la DEM et la SPH, mais avec des calculs à très haute capacité. Et on utilise les cartes graphiques que peut-être vos enfants ont pour jouer. Donc nous, à la place de jouer sur des ordinateurs, on lance des calculs et on a un petit laboratoire granulaire. Donc ça, c'est pour vous montrer. Là, par exemple, on peut, sur des silos à taille réelle, à l'échelle 1, on peut étudier l'effet de la cohésion ou bien la forme des trémies. Et une des puissances de la modélisation, c'est que comme on a plus de puissance de calcul, on peut rentrer plus finement sur la forme des particules. Donc là, par exemple, ça, c'est les ballasts de chemin de fer. Donc c'est 2 projets européens, IntoTrack 2 et IntoTrack 3, qui ont été mis en place pour venir modéliser. On scanne les grains de ballast et on vient plus dans la microstructure pour modéliser les grains de ballast. Donc d'un point de vue DEM et SPH, donc le calcul sous le GPU, carte graphique, permet d'augmenter considérablement la puissance de calcul. Et donc là, on fait du couplage DEM et SPH. Donc là, par exemple, vous avez le tambour, à la fois avec la partie granulaire et puis vous avez la partie fluide en couplage. Et d'un point de vue fabrication additive, on vient modéliser le procédé SLS, par exemple étalement de poudre, ou bien par exemple l'impression 3D de mortier. Et aussi une petite note, dans le cadre d'école IMT, on a fait un cours en ligne, fabrication additive sur Coursera, c'est gratuit, je vous invite à vous enregistrer. Il faut payer si vous voulez la certification.
IMT et Minales, nous avons un laboratoire de poudre qui est dédié à des matériaux pour le génie civil, hein, avec différents types de caractérisation. Vous avez eu quelques équipements sur des diapos précédentes. Mais nous avons aussi des problématiques de poudre qui sont des poudres polymères, hein, qui sont orientées sur des technologies de frittage par laser. Et donc il est nécessaire de pouvoir maîtriser l'écoulement des poudres, notamment lors d'ajout d'additifs, puisque ces poudres ne sont pas monocomposants. On va y intégrer par exemple des charges minérales, des fibres courtes, des retardateurs de flamme. Et très souvent, ce sont des particules de diamètre bien inférieur à celui des poudres polymères, ce qui fait que dans certains cas, on peut être amené à essayer de les fixer sur les particules de poudre de polymère qui font de l'ordre de 60 à 80 microns. Et ce qui est absolument essentiel, c'est d'être capable de comprendre comment l'ensemble peut s'écouler sous la lame d'étalement du procédé, hein, puisque dans le procédé SLS, on va créer un lit et puis le passage du faisceau laser et ce lit de poudre est décalé verticalement pour pouvoir en remettre, on va dire, un autre et former l'objet. Et ce qui est important, c'est d'avoir une bonne connaissance des écoulements et des écoulements aussi en fonction de la composition, mais également en fonction de la température. Donc là, vous voyez le contour final qui peut être dessiné par l'utilisation de ce type de tambour tournant chauffé. Alors sur les écrans, vous le verrez peut-être un peu mieux que là. Voilà, je passe à Patrick. Alors oui, avec des essais aussi de caractérisation en réaction. Et donc, alors on a fini, on a mis quelques mots-clés. En fait, la question, quelle est la place de la modélisation granulaire comme outil de R&D? Donc, on peut voir à la fois qu'il y a un besoin de modèles et de technicité, notamment quand on va parler de tout ce qui est calcul haute performance, couplage des modèles. Vous avez la partie en fait application R&D, donc on voit soit de la conception des procédés optimisation, mais on va devoir aller dans la fabrication additive. Et aussi autrement, une grosse partie qui est importante, c'est comment on diffuse les compétences, les connaissances et donc le degré de technicité et l'information. Et donc tout ça peut être lié autour du jumeau numérique. Et donc on est en réflexion justement de pouvoir déposer soit un projet européen avec une partie transversale sur la partie granulaire. Donc je te remercie Marcos. Parfait. Merci beaucoup à nos intervenants. C'était pas un exercice très facile, même si c'est très intéressant d'avoir quatre écoles pour présenter ces sujets. On a peut-être le temps pour une petite question très rapide, parce qu'on est un petit peu en retard, mais une toute petite. Merci pour la présentation. Alors, moi, je me suis souvenu, quand j'étais responsable de ciment, que dans le granulaire, il y avait la séparation qui était extrêmement importante, et je ne l'ai pas vu dans le PBM. Et dans tout ce qui est là, il manque un truc, c'est la séparation. Il faut le rajouter, non, mais parce que c'est essentiel, parce que les fonctions de broyage, les fonctions de séparation sont extrêmement importantes. Voilà. Surtout qu'en ce moment, on retravaille des matériaux de déconstruction, des choses comme ça. Justement, il y a de la fragmentation, il y a de la séparation. C'est des choses importantes. Donc, c'est pas dans la slide. Donc voilà, c'est la remarque. Parfait. Merci beaucoup encore une fois. Et on va passer à national. À distance. Okay. Merci beaucoup encore une fois pour nos présentateurs. Merci. Donc on va passer à la dernière présentation, on parle la moins importante de la journée, c'est d'Agnès Schnell, qui va nous parler du mouillage et étalement d'une goutte de liant sur un lit de poudre pour les projets, pour les MJG. Je ne sais pas, est-ce qu'Agnès est déjà connectée? Est-ce qu'elle nous entend? C'est bon? Je suis là, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, tout à fait, on t'entend bien. La parole est à toi. Super, merci beaucoup. Voilà, donc moi je suis Agnès Schnell, donc doctorante en début de deuxième année au Centre des matériaux de l'École des mines de Paris. Et donc je travaille dans ma thèse sur le procédé de fabrication additive de metal binder jetting. Donc j'imprime des pièces en Inconel 718 et dans le cadre de ma thèse,
j'étudie notamment le mouillage et l'étalement d'une goutte de liant sur un lit de poudre, afin de comprendre les écarts qu'on peut observer sur les écarts dimensionnels qu'on observe sur des pièces. Je vais commencer par vous présenter le procédé. Donc, le procédé metal binder jetting ou projection de liant sur lit de poudre métallique. Donc, c'est en fait un procédé indirect de fabrication additive. Donc, indirect puisqu'il y a plusieurs étapes de fabrication. La première étape, c'est l'étape d'impression qui se déroule donc dans notre machine. Donc, on va avoir une première étape de mise en couche où donc de la poudre est déposée sur le plateau de fabrication. Ensuite, on a un ou plusieurs rouleaux qui viennent tasser ce lit de poudre. Puis, une tête d'impression balaye le lit de poudre et vient déposer sélectivement du liant en fonction de la géométrie de la pièce qu'on souhaite imprimer. Donc, le liant, c'est un mélange polymère-solvant. Et donc, une fois qu'il a été déposé, on va venir sécher partiellement notre lit de poudre afin d'évaporer les solvants, une partie des solvants en fait, présents dans notre liant. Et donc, cette étape, elle est cruciale et elle va permettre de contrôler l'infiltration de notre liant dans notre lit de poudre. Donc là, on va avoir la première étape qui va être effectuée, donc la première couche qui est imprimée. Et donc, le plateau de fabrication s'abaisse et le processus se répète jusqu'à ce qu'on obtienne notre pièce en 3D. Donc, cette pièce, elle n'est pas du tout manipulable. On peut la comparer à du sable mouillé, par exemple. Et donc, en fait, elle est contenue dans l'enceinte de fabrication qu'on appelle la job box et elle est entourée de poudre libre. Donc, à la fin de l'impression, elle n'est pas du tout manipulable, comme je l'ai dit. Et donc, on va devoir effectuer des post-traitements pour densifier et la rendre plus résistante. Donc, ça va être notamment l'étape de réticulation. Donc, on va prendre notre job box et on va la placer dans une étuve à environ 200 degrés pour faire évaporer tous les solvants du liant et faire réticuler le polymère. Donc, à l'issue de cette étape, on obtient une pièce à verre qui est manipulable, suffisamment résistante pour être dépoudrée. Mais elle est encore, ses propriétés mécaniques sont encore très faibles. Et donc, il va falloir effectuer des post-traitements, donc de déliantage et de frittage. Donc, le déliantage qui vise à éliminer la totalité donc, du polymère présent dans notre pièce à verre. Et enfin, le frittage, on va élever la température afin de densifier notre pièce. Et après refroidissement, on obtient notre pièce finale qui a subi un retrait. Donc, puisque notre pièce a été très poreuse, lors du frittage et de la densification, on va avoir une contraction volumique qui est importante et qui sera à prendre en compte. Donc, si on compare, par exemple, ce procédé à un procédé très connu, par exemple le LPBF, ici, on n'a pas de fusion, donc on ne va pas avoir de contraintes résiduelles d'origine thermique dans notre pièce. On n'a pas besoin de support de fabrication. Tout le volume de l'enceinte de fabrication est utilisable et la poudre métallique qui n'a pas été en contact avec le liant est réutilisable, recyclable. En revanche, il subsiste des points durs, comme notamment des difficultés liées à l'anisotropie de retrait lors du frittage ou encore à la nécessité d'éliminer tout le polymère présent dans le liant lors de l'étape de déliantage. Donc moi, lorsque j'ai commencé ma thèse et que j'ai fait mes premières impressions, j'ai pris donc les cotes de mes pièces à verre et donc je me suis rendu compte qu'on observait à chaque fois une surcote, donc une expansion volumique entre donc, la pièce à verre et la CAO. Donc ici, on compare à chaque fois dimension pièce à verre à CAO, puisque à l'étape d'impression, donc la pièce n'est pas manipulable, on ne peut pas prendre les dimensions. Donc une surcote qui peut atteindre les 5% en volume, donc c'est vraiment pas négligeable. Et on s'est demandé d'où venait en fait donc cette expansion. Et une hypothèse qui pourrait expliquer donc, cette expansion, ce serait que les gouttes de liant s'étalent à la surface du lit de poudre avant de l'infiltrer. Donc, elles vont déborder et en fait capter de la poudre qui n'était pas prévue initialement. Donc, on aura une surface imprimée plus grande que notre surface CAO. Et donc, on a voulu mettre en évidence cet étalement-là et regarder si cette hypothèse était juste ou si on se trompait totalement. Sur la machine, sur l'imprimante, on n'a pas pu visualiser directement les interactions entre les gouttes de liant et notre lit de poudre. Et donc, on a mis en place au laboratoire un banc d'essai de gouttes pendantes pour visualiser les interactions entre la goutte et le lit de poudre. Et donc, pour ce faire,
donc j'ai imprimé un creuset sur ma machine, creuset pour qu'en fait, en son centre, on a le lead put qui est caractéristique en fait de la mise en couche qu'on a réellement sur la machine. Donc, on va avoir la même rugosité de surface, la même compacité, etc. Ensuite, en utilisant une seringue remplie de notre liant, on a pu déposer une goutte de liant à la surface du lit de poudre. Et en utilisant une caméra rapide, on a pu donc filmer les interactions entre le liant et la poudre. Ensuite, j'ai pu donc mesurer avec un logiciel d'analyse d'image donc le diamètre, la hauteur et l'angle de mouillage donc de ma goutte à la surface de mon lit. Donc en fait, ce banc il nous a permis de montrer l'effet de la granulométrie de la poudre et de la porosité du lit de poudre, ainsi que l'effet de la température du lit de poudre, puisqu'on a en fait un petit four qui nous permet de chauffer notre creuset et qui nous permet de finalement représenter en fait le séchage qu'on a lors de l'impression. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'étude de l'effet de la granulométrie et de la porosité. Alors, j'ai juste pas précisé au départ, j'ai un petit peu modifié ma présentation puisque c'est des résultats qui n'ont pas encore été publiés. Et du coup, j'ai pas mal simplifié. Donc, il y a des résultats que j'ai pas pu, par souci de confidentialité, pas pu mettre. Mais donc ici, par exemple, je vous montre donc l'évolution de le diamètre de la goutte à la surface du lit de poudre en rouge. En vert turquoise à peu près, on a l'évolution de la hauteur en fonction du temps. Et en bleu, on a l'évolution du volume à la surface du lit de poudre. Et donc, en fait, je vais vous montrer une petite vidéo. Donc ici, on a la goutte qui va être projetée et qui va venir mouiller la surface du lit de poudre. Et on va tout de suite avoir un premier régime d'étalement pur où, au temps court, on a le diamètre en rouge qui augmente, mais notre volume en bleu qui est constant. Ensuite, on va rentrer dans un deuxième régime où notre volume en bleu va commencer à diminuer. Donc, preuve qu'on a de l'infiltration, mais toujours de l'étalement, puisque le diamètre de la goutte continue d'augmenter jusqu'à atteindre une valeur maximale, donc notre DG max. Puis, on atteint un plateau et enfin, notre diamètre commence à diminuer jusqu'à atteindre une valeur nulle où finalement tout le liant se sera infiltré dans notre lit de poudre. Donc ici, on a pu mettre en évidence des valeurs qui sont importantes dans le cadre de notre étude. Donc, comme par exemple donc le DG max dont je vous ai parlé, le diamètre d'étalement maximal, qui est atteint au T critique. Donc, voilà, donc c'est par exemple des valeurs qui sont importantes. Et en fait, on a pu calculer ici des coefficients d'étalement instantané qu'on a appelé bêta, qui est donc le rapport entre le diamètre de la goutte au temps T et le diamètre de la goutte en vol. Et donc, ce bêta, il avoisine les 2, environ aux alentours de 2, ce qui signifie que la goutte s'est étalée de 2 fois son diamètre initial. Et ça, c'est vraiment pas une valeur négligeable et ça permettrait d'expliquer en fait notre expansion volumique qu'on observe à chaque fois sur nos pièces à verre. Donc maintenant, je vais vous parler de l'étude du mouillage de la goutte. Et donc, j'ai commencé mon étude en faisant un test sur donc, un substrat dense d'un Connell 718. Donc, j'ai pu mesurer avec le logiciel d'analyse d'image mon angle de mouillage sur ma plaque dense. Et donc ici, on a mis en évidence que la goutte, elle va très bien mouiller la plaque au temps court et qu'elle va rapidement se stabiliser et atteindre en fait un angle d'équilibre. Et donc, on a pu fitter nos points expérimentaux, donc assez bien. Donc, une fois qu'on a mis en évidence cela, on s'est tout de suite concentré sur le mouillage de notre substrat poreux, donc de notre lit de poudre présent dans notre creuset. Et donc ici, on a les points noirs, c'est donc les données expérimentales mesurées avec le logiciel d'analyse d'image. Donc, on a un θ apparent qui est un petit peu plus élevé que notre θ initial qu'on avait sur notre substrat dense, mais on va rapidement diminuer en fait, cette valeur de θ apparent. Et donc, dans nos 3 régimes, on va réussir à assez bien mesurer notre angle de mouillage
à partir de la moitié du 3e régime, c'est vrai qu'avec la résolution des images qui diminuaient, on a eu plus de mal, mais voilà, on a quand même bien pu mesurer avec Imagy notre angle de mouillage. Et en fait, on a regardé si le modèle de la calotte sphérique nous permettait de bien décrire notre angle de mouillage à la surface de notre lit de poudre. Et donc, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'à partir du régime 2 environ, notre goutte ne suit plus le comportement de la calotte. C'est assez intuitif si on se rappelle que dans le régime 2, on commence à avoir de l'infiltration et donc notre goutte n'a plus la forme en fait de notre calotte. Mais donc voilà à peu près les résultats expérimentaux qu'on a obtenus. On a réussi à fitter assez aisément notre angle de mouillage apparent sur notre substrat poreux dans le cas de nos 2 premiers régimes, donc où on a de l'étalement. Donc, c'est une exponentielle décroissante. Et donc, ça, on l'a assez bien fait. Et donc, ce qui est intéressant à faire ensuite, c'est de comparer en fait nos fits sur notre substrat poreux avec notre fit sur notre substrat dense. Donc là, par exemple, on a donc le fit du poreux, donc avec nos 2 régimes identifiés ici. Et si on superpose avec notre fit dense, on a identifié une intersection entre nos 2 courbes à la fin du premier régime. Et donc, en fait, ce qui est à noter ici, c'est que dans le premier régime, c'est notre fit sur notre substrat poreux qui permet de bien décrire le comportement au mouillage de notre goutte, puisqu'on est en étalement pur. Mais dès qu'on va rentrer dans le 2e régime, on va avoir notre θ dense qui va prendre la relève et qui va décrire physiquement le mouillage. Et donc, au temps long, on va avoir notre θ d'équilibre qui est en fait assimilable à notre θ capillaire qu'on a dans notre loi du Rhin et qu'on a finalement lorsqu'on a de l'infiltration de notre liant dans notre lit de poudre. Donc ça, c'est une première étude donc, sur le mouillage. Et je vais tout de suite passer à l'étude de l'étalement de la goutte de liant. Donc, j'ai fait l'étude, comme je vous l'ai dit, sur 3 poudres d'Inconel 718, une poudre grossière, une poudre moyenne et une poudre fine. Et donc ici, je vous montre l'évolution du diamètre de la goutte en fonction du temps pour les 3 poudres. Et donc, on se rend bien compte ici de l'effet de la granulométrie et donc de la compacité du lit de poudre sur les phénomènes et l'étalement en fait, qu'on observe. Donc, on ne va pas avoir le même étalement max, on ne va pas avoir les mêmes temps critiques, les mêmes durées d'infiltration, etc. Donc, ça va vraiment impacter le comportement de la goutte à la surface de notre lit de poudre. Donc, ici, je vous ai remis le petit graphe que vous aviez déjà vu précédemment. Et en fait, ce qu'on a cherché à faire, c'est de trouver un modèle qui permet de décrire les 2 premiers, l'évolution du diamètre en rouge dans les 2 premiers régimes. Et donc, on a trouvé un modèle phénoménologique qui permet de décrire donc, cet étalement-là et qui va faire intervenir des grandeurs en fait, caractéristiques de notre poudre, donc, qui sont le D50, le diamètre médian, le span, la compacité du lit de poudre et le temps critique. Et là, je vous montre donc, notre modèle ici, notre fit, qui décrit très bien le comportement de notre poudre à la surface le comportement de notre goutte à la surface de notre lit de poudre. Donc, ce modèle phénoménologique, il est assez fort et en fait, il fait intervenir des constantes, comme je l'ai dit, phénoménologiques et qui sont fonction donc, des grandeurs caractéristiques de notre granulométrie, de notre compacité de lit de poudre. Donc, voilà les constantes phénoménologiques epsilon, A et qui vont dépendre du diamètre médian, du span et de la compacité. Donc là, on a la variation en fait, de ces 3 constantes. Et donc, pour conclure, lors de cette étude, on a mis en évidence différents régimes qui décrivent le comportement de la goutte à la surface du lit de poudre. On a montré l'impact de la granulométrie et de la porosité du lit de poudre sur les différents mécanismes étudiés. Et on a établi des modèles phénoménologiques qui font intervenir les caractéristiques des différents lits de poudre. Ça a un réel intérêt pour la simulation, puisqu'ensuite, on va chercher à déterminer donc, les cinétiques de mouillage, d'étalement et d'infiltration et les comparer afin de prédire la forme du volume de liant infiltré dans le lit de poudre. Et ça va vraiment être hyper important dans le cas de notre étude, puisque si on a, par exemple, une cinétique d'infiltration qui est plus grande que notre cinétique d'étalement,
on va avoir un bain de liant, si je peux appeler ça comme ça, qui va être plus profond. Et donc, ça va impacter le volume directement de l'ion infiltré. Et donc, dans le cas contraire, si on a un étalement qui est plus important que l'infiltration, on va avoir un étalement, finalement, on va avoir un volume étalé à la surface de notre liquide poudre qui va être plus important, et donc un débordement, et donc des expansions volumiques, comme je vous parlais au début, qui vont être plus importantes. Ça va également avoir un intérêt pour les industriels, puisqu'on va pouvoir choisir une poudre adaptée au procédé MBJ. Et enfin, des perspectives d'études, donc étudier par exemple l'effet, comme je vous l'ai dit, de la température du liquide poudre, de la composition chimique de la poudre, puisque ça va sûrement avoir un impact, également la composition du liant, et enfin le vieillissement de la poudre. Voilà, merci pour votre attention. Merci Agnès pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, c'est Christophe Desraillaux, la mine Saint-Étienne. Merci bien pour la présentation. J'avais juste une question sur la couverture faite de la surface quand vous comparez la poudre et le solide dense. J'imagine que vous avez mis du liant sur le solide dense pour voir l'étalement de la goutte, ou c'est sur métal nu quand vous faites cette expérience? Je mets du liant sur la surface dense, puis sur le substrat dense directement, avec la même seringue. D'accord, avec la même seringue. Donc du coup, c'est bien. En fait, c'est pas le métal, c'est le liant finalement qu'on teste et qui est effectivement dans la réalité celui qui va réagir en termes de. Donc on est finalement en conditions similaires sur le matériau dense et sur la poudre au sens de l'état de surface en quelque sorte. C'est bien ça. Chimique. Oui. Oui. Merci bien. Bonjour, moi j'ai une question concernant un peu les perspectives. Donc vous avez parlé simulation. Je voulais savoir quelle est la stratégie qui est envisagée. En termes d'échelle, par exemple, c'est resté à l'échelle de quelques grains ou du lit. Est-ce que quelles techniques en fait sont prévues d'être utilisées pour étudier ce problème de mouillage? Alors pour le moment, je ne peux pas trop vous en dire plus parce que c'est vraiment encore des perspectives qui sont pas lointaines, mais dans le cadre de ma thèse, en tout cas, je ne vais pas m'intéresser à la simulation. Ce sera peut-être une autre thèse en fait qui s'intéressera à ces effets-là. Moi, c'est vraiment expérimental là ce que je fais. Parfait. Merci beaucoup. S'il y a plus de questions. Merci Agnès. Merci.